Ils se sont moqués du vétéran qui s'est représenté lui-même devant le tribunal, puis il a sorti son étoile d'argent. Les portes à 2 battants du palais de justice fédéral s'ouvrirent en grinçant, et un silence s'abattit sur la salle bondée. Le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol en marbre poli. Des rangées de fonctionnaires en costume, de journalistes et de curieux tournèrent la tête à l'unisson. Le silence pesait lourd. Sur le seuil se tenait un homme grand et nerveux, la soixantaine, encadré par la lumière matinale naissante. Son blazer était usé jusqu'à la corde au coude, d'une teinte passée par le temps. Son pantalon était un peu trop ample, serré par une ceinture effilochée. De la main gauche, il tenait une serviette marron usée, aux bords déchirés et au cuir terni par les années d'utilisation. Les fermoirs métalliques avaient perdu leur éclat, mais sa prise était ferme. Chaque ride de son visage buriné, chaque pli de sa veste racontait une histoire de résilience tranquille. Il s'appelait Tom Braddock, marine à la retraite, veuf et père de feu Jacob Braddock. Sous la surface sereine de son regard se cachaient des décennies de conflits, de pertes et d'amères vérités apprises sur des champs de bataille lointains et dans des couloirs bureaucratiques encore plus sombres. Il marchait d'un pas déterminé, ses pas résonnant dans l'immense salle d'audience. La table de l'accusation pivota subtilement, certains se penchant pour chuchoter. Les spectateurs dans la galerie se déplacèrent, échangeant des regards sceptiques. Le juge, un homme aux cheveux argentés et à l'expression pincée, haussa un sourcil et se pencha légèrement en avant, depuis son banc surélevé. La vue de Tom marchant seul, sans avocat, déclencha une vague d'incrédulité. Un vétéran se défendant lui-même devant le tribunal, une action en justice intentée non seulement contre la police locale, mais aussi contre le ministère de la Défense et Draxon Systems, l'un des plus grands sous-traitants militaires du pays, c'était presque risible pour les puissantes entités confortablement installées derrière des murs de mallettes impeccables et de costumes sur mesure. Mais Tom n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Il ne cherchait pas la pitié. Il était entré dans cette salle d'audience non pas avec l'assurance de quelqu'un qui croyait gagner, mais avec la détermination inébranlable de quelqu'un qui savait qu'il devait essayer, quel qu'en soit le prix. Il s'assit prudemment sur la chaise du plaignant, posant la mallette sur la table avec une lente et précise précision. Ses mains étaient rugueuses, ses doigts calleux et décolorés par des années de travaux d'entretien après sa retraite. Il scruta la pièce, non par peur ou désespoir, mais avec un calcul silencieux. Il avait étudié ces visages sur des photos, lors de conférences de presse et sur des tableaux de service. Chacun d'eux, d'une manière ou d'une autre, était lié au silence qui avait suivi la mort de son fils. Jacob était un jeune homme brillant et à la voix douce. Il préférait les ordinateurs aux conversations et passait plus de temps dans les salles de serveurs qu'aux événements mondains. Il avait accepté ce poste chez Draxon Systems après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur électricien, ravi par l'opportunité de travailler dans la défense nationale. C'était censé être un tremplin. Mais 2 ans plus tôt, un appel était arrivé au milieu de la nuit. Jacob avait été retrouvé mort dans son appartement. Une blessure par balle à la tête. Suicide présumé. Pas de mots. Pas d'avertissement. Pas d'enquête. Le monde de Tom s'était effondré d'un seul souffle. Au début, il avait essayé de faire son deuil. Il avait accepté les condoléances, rencontré le supérieur de Jacob et assisté aux funérailles silencieuses, le drapeau plié posé sur ses genoux. Mais les détails ne collèrent pas. La chronologie était trop claire. La police avait évacué l'appartement en quelques heures. Il n'y avait eu aucune enquête, aucun interrogatoire des collègues. L'ordinateur de Jacob avait été effacé avant que Tom n'y ait accès. Son téléphone portable avait complètement disparu. Même l'autopsie, bâclée et d'à peine 2 pages, avait soulevé plus de questions qu'elle n'avait apporté de réponses. La trajectoire de la balle ne correspondait pas à la position du corps de Jacob. Il n'y avait aucun résidu sur sa main dominante. Et puis il y avait le carnet, retrouvé coincé derrière la commode par l'équipe de nettoyage 2 semaines plus tard. Sur l'une des dernières pages, griffonnée de la main soignée de Jacob, on pouvait lire «
Ils savent que je l'ai découvert. Si je ne me présente pas demain, ce n'était pas un suicide. » C'est à ce moment-là que Tom a cessé de pleurer et a commencé à enquêter. Il a commencé à déposer des demandes d'accès à l'information. La plupart sont revenus expurgés ou refusés. Il a retracé la semaine dernière la vie de Jacob. Il a retrouvé le barista qu'il avait vu inhabituellement anxieux, l'agent de sécurité qui se souvenait avoir vu 2 inconnus filer Jacob jusqu'à sa voiture. Un témoin, une voisine, a affirmé avoir entendu une bagarre dans l'appartement de Jacob la nuit de sa mort. Mais lorsque Tom a tenté de la recontacter, elle avait déménagé. Pas d'adresse de réexpédition. L'agence immobilière a affirmé n'avoir jamais eu connaissance de son séjour là-bas. Tom a insisté. Il a engagé un détective privé qui a disparu au bout d'1 semaine, ne laissant derrière lui qu'un message vocal énigmatique s'excusant d'être trop proche. Puis sont arrivés les obstacles juridiques. Le premier juge chargé de son affaire de mort injustifiée s'est récusé subitement, invoquant des problèmes médicaux non divulgués. Un deuxième juge a été désigné, mais 1 mois plus tard, il a été promu à une cour d'appel, ce qui l'a commodément écarté de l'affaire. La troisième récusation émanait d'un juge qui avait servi dans la même unité militaire que le général Wade Prescott, l'un des cadres désormais membres du conseil consultatif de Draxon. L'avocat commis d'office de Tom s'est rétracté peu après, invoquant des pressions externes. Tom a proposé de le rémunérer personnellement, mais l'homme n'a même plus répondu à son téléphone. Après cela, le procès a capoté. Les documents ont été scellés. Les listes de témoins ont été restreintes. Des ordonnances de non-divulgation ont été émises sous prétexte de sécurité nationale. Même le bureau du coroner a refusé de divulguer l'autopsie complète, affirmant qu'elle était désormais sous scellés fédéraux. Pourtant, Tom refusait d'abandonner. Il a passé l'année suivante à apprendre seul à monter un dossier. Il a assisté à des audiences, lu des manuels juridiques, visionné des enregistrements de procès. Il a griffonné des notes tard dans la nuit et a contacté tous les journalistes, lanceurs d'alerte et anciens employés susceptibles de l'écouter. La plupart l'ont ignoré. Certains l'ont traité de paranoïaque. Quelques-uns lui ont présenté leurs condoléances, mais l'ont averti de laisser tomber. Lâcher prise n'était pas une option. Jacob avait découvert des choses, des informations sur les dossiers financiers de Draxon, des contrats fantômes, une cargaison d'armes biométriques disparues, vouées à la destruction mais jamais retrouvées. Au début, cela semblait trop complexe. Mais plus Tom creusait, plus il devenait clair que Jacob n'était pas mort d'une crise personnelle. Il était mort parce qu'il savait quelque chose qu'il n'était pas censé savoir. Tom jeta un coup d'œil circulaire dans la salle d'audience et remarqua que la galerie se remplissait peu à peu d'hommes en costume sombre. 2 rangées plus loin était assis le général Wade Prescott en personne, habillé en civil, mais reconnaissable à sa posture raide et à sa coupe de cheveux courte. À ses côtés se trouvait le sénateur Marcus Langdon, un allié politique de longue date de Draxon Systems. Leur présence n'était pas requise, mais leur message était clair. Tom fouilla dans son blazer et ajusta la photo qu'il portait toujours dans sa poche intérieure. C'était l'une des dernières prises de lui et Jacob, tous deux souriant devant une vieille cabane de pêcheurs dans le Maryland. Cela lui rappelait pourquoi il était là, pourquoi il ne pouvait pas s'en aller. Le greffier ouvrit l'audience. Le juge ajusta sa robe et fit un signe de tête à l'accusation. Tom se prépara. Il savait ce qu'il attendait. Il tenterait de le noyer dans le jargon juridique, de contester chaque condamnation, de discréditer sa santé mentale, son service, ses motivations. Ils avaient le pouvoir, l'influence, l'argent. Mais ils détenaient la vérité et la mémoire d'un soldat qui savait endurer cette longue guerre. Il ne s'agissait plus seulement de Jacob. Il s'agissait de tous les parents à qui on avait menti, de tous les lanceurs d'alerte disparus, de tous les anonymes morts en silence parce qu'un homme au pouvoir avait décidé qu'ils étaient remplaçables. Tom redressa les épaules et regarda droit devant lui. La guerre n'était pas terminée pour lui à son retour. Elle avait seulement changé le champ de bataille. Et il s'y était préparé.
La première journée au tribunal fut un bain de sang. Dès l'entrée du juge et le début de l'audience, la tension monta. Tom Braddock se tenait seul à la table des plaignants, calme et posé, dans une salle conçue pour écraser des hommes comme lui. De l'autre côté de l'allée, l'équipe de défense avançait comme une machine, polie, agressive et méthodiquement préparée. Ils étaient 6 au total, menés par la célèbre avocate Carla Vellore, dont la réputation de discréditer les lanceurs d'alerte et d'étouffer les poursuites civiles lui avait valu le surnom de « la guillotine ». Ses déclarations liminaires étaient pleines de dérision, dépeignant Tom comme un vétéran émotionnellement compromis, poursuivant des théories du complot dans son deuil. Elle était calculatrice, froide et confiante. La salle d'audience penchait en sa faveur. Alors que Tom se levait pour parler, les objections affluaient par vagues, vives, fortes, incessantes. Chaque phrase qu'il tentait de terminer était accueillie par « objection », « pertinence » ou « objection », « spéculation ». Sa voix posée et basse continuait, tentant de se faire entendre, mais le juge, peut-être sous pression, peut-être complice, soutenait presque toutes les contestations. Il n'était pas autorisé à présenter ses courriels imprimés, ni le journal physique que Jacob avait tenu, ni les enregistrements numériques indiquant les interruptions de son activité informatique. Chaque fois qu'il faisait un geste vers l'écran de projection, une autre objection retentissait. La galerie le regardait, beaucoup avec une pitié dissimulée, d'autres avec un amusement à peine voilé. La défense affichait un sourire narquois derrière sa table cirée, chuchotant entre eux pendant la récréation comme des étudiants connaissant les réponses à l'examen. Pendant une pause, dans le couloir juste devant les portes du tribunal, un jeune avocat de l'équipe de Vellore croisa Tom en sirotant un café au lait. Sa voix, trop forte pour être involontaire, résonna dans la foule. Il pense qu'une médaille fait de lui un avocat. Les autres autour de lui ricanèrent, frôlant Tom comme s'il était invisible. Mais Tom hocha simplement la tête et continua son chemin, imperturbable. Ils ne le connaissèrent pas. Ils ignoraient où il était allé. Les jeux judiciaires ne pouvèrent ébranler un homme qui avait rampé dans la poussière sous les balles, qui avait enterré des amis sans cérémonie, qui avait vu la vérité enfouie plus profondément que les eaux. Ce qu'il considérait comme une faiblesse, son costume usé, son attitude calme, était tout autre chose. Il n'était pas là pour performer, il était là pour endurer. Et la survie était une chose qu'il connaissait mieux que quiconque dans cette pièce. La première semaine s'écoula à un rythme effréné. Tom revenait chaque jour, en avance, vêtu simplement, parfois avec le même blazer qu'au premier jour. Alors que le tribunal rejetait la plupart de ses tentatives de présentation de preuves, il commença lentement et méthodiquement à construire une mosaïque, posant les pièces une par une, chacune apparemment insignifiante, mais qui, collectivement, murmurait une vérité plus vaste et plus inquiétante. Des entrées de journal intime, des journaux de cartes magnétiques horodatées, des métadonnées de documents récupérés sur un ordinateur portable prétendument effacé. Elles n'étaient pas explosives prises isolément, mais elles formaient un schéma. Jacob n'avait pas été en spirale. Il avait découvert quelque chose qui a effrayé quelqu'un. Le jeudi de la 2e semaine, des murmures avaient commencé à se répandre dans la galerie. La salle d'audience n'était pas aussi pleine que le premier jour, mais ceux qui revenaient se penchaient un peu plus en avant. Il y avait quelque chose de particulier dans la façon dont Tom se déplaçait, délibéré, calme, jamais perturbé. Il ne contestait pas les objections. Il marquait simplement une pause, attendait le marteau, puis poursuivait. À ce moment-là, même le juge semblait vaciller dans sa posture sévère, jetant parfois des regards furtifs vers la table de la défense, gêné. Et puis arriva la pièce à conviction 17A. Tom la présenta sans tapage. Il ouvrit sa mallette cabossée, en sortit un seul disque dans une pochette plastique et demanda l'autorisation de visionner les images. Vellore se leva en quelques secondes, criant « Objection !» D'abord pour des raisons de provenance, puis d'authenticité, puis de sécurité nationale. Mais Tom avait respecté les règles.
Il avait divulgué la pièce à conviction dans son dossier de preuves préliminaires, bien qu'elle soit arrivée quelques jours auparavant, transmise anonymement par courriel crypté. Il lui avait fallu des heures pour vérifier la source et la formater pour la diffusion au tribunal. Mais la voilà maintenant entre ses mains. Le juge hésita, puis demanda une intervention. La conversation fut brève, mais tendue. Tom voyait palpiter les veines du cou de Vaylor, tandis qu'elle se penchait vers le banc. Finalement, le juge revint. Le visage. Les lumières s'éteignirent. Un silence s'installa. La vidéo granuleuse en noir et blanc apparut à l'écran. On y voyait le couloir devant l'immeuble de Jacob. L'horodatage indiquait 2h11, soit plusieurs heures après le décès de Jacob. 2 silhouettes en uniforme militaire apparurent dans le cadre. L'angle de prise de vue était mauvais, mais un visage se tourna brièvement vers l'objectif, et ce seul cadre, bien que flou, suffisait à figer la pièce. Le général Wade Prescott. Le même homme qui était maintenant assis stoïquement au 3e rang de la salle d'audience, les bras croisés, la mâchoire serrée, le regard rivé sur l'écran. L'homme dont la présence jusqu'alors avait semblé symbolique, une menace subtile, pas un participant. Mais il était là, indéniablement présent dans la vidéo, entrant dans l'appartement de Jacob après le décès, sans mandat, sans explication. Juste une présence silencieuse et non autorisée. La vidéo prit fin. Le silence était assourdissant. Vaylor se leva pour protester à nouveau, cette fois plus fort, troublée. Elle invoqua la sécurité nationale. Elle prétendit que la fuite de la vidéo était en elle-même un acte criminel. Mais le juge ne répondit pas immédiatement. Il se renversa en arrière, la mâchoire serrée, le regard oscillant entre Tom et l'accusation. Après une pause, il suspendit l'audience plus tôt que prévu, invoquant la nécessité d'un examen des preuves à huis clos. Ce soir-là, Tom retourna au petit motel en bord de route où il séjournait. La lampe de bureau projetait une douce lumière sur les papiers et les cahiers encombrés sur son lit. À peine assis, on frappa à la porte, doucement, avec hésitation. Tom ouvrit prudemment. Debout, penché et pâle, se tenait Mitchell Reyes. La dernière fois que Tom l'avait vu, ils étaient tous deux jeunes hommes servant dans des zones de combat recouvertes de sable. Maintenant, Mitchell ressemblait à l'ombre de lui-même. Sa respiration était laborieuse, sa peau était parcheminée, et chacun de ses mouvements était tendu. Un cancer du poumon avait ravagé son corps, mais son esprit restait vif. Il ne parlait pas beaucoup. Il fouilla dans sa veste et tendit à Tom une clé USB, petite, usée, scotchée sur le bord pour l'empêcher de se briser. « Tu n'es pas fou ?» murmura Mitchell dans une quinte de toux. « Il y a 2 semaines, je l'ai donné à un journaliste. Ils l'ont enterré. Ils ont menacé mes petits-enfants. J'aurais dû m'en douter. Mais toi... » Il marqua une pause, fixant Tom du regard. « Tu n'as pas peur d'être le dernier survivant. » Tom ne posa pas de questions. Il hocha la tête une fois. Ils se serrèrent la main. Puis Mitchell se retourna et s'enfonça dans l'obscurité, d'un pas lent et traînant, comme si le poids de la vérité l'avait vieilli au-delà de son âge. Le lendemain matin, la salle d'audience était plus bondée que d'habitude. Des rumeurs avaient déjà commencé à circuler à propos de la vidéo, de ce qui pourrait suivre. Les spectateurs remplissaient les derniers rangs. Quelques journalistes qui avaient classé l'affaire plus tôt revinrent, bloc-notes à la main, l'oreille tendue. L'atmosphère avait changé. Tom entra vêtu de sa tenue de cérémonie des Marines. L'uniforme était repassé, les médailles alignées, les bottes cirées jusqu'à ce qu'elles brillent d'un éclat mat. Tandis qu'il descendait l'allée, des murmures parcoururent la galerie. Certaines têtes se tournèrent par respect, d'autres par confusion. À la table de la défense, Vaylor afficha un sourire creux, son assurance désormais teintée de tension. Le même jeune avocat qui s'était moqué de Tom le jour de l'ouverture marmonna quelque chose dans sa barbe, mais, cette fois, son rire était nerveux. Tom s'avança et s'approche du banc. Il fouilla dans la poche de son manteau et déposa une médaille Silver Star sur la table à côté de lui. Puis, sans élever la voix, il s'adressa
non pas à la défense, ni au juge, mais à la salle elle-même. On se moquait de moi parce que je me défendais moi-même. Je pensais qu'une médaille était tout ce que j'avais. Mais je ne me suis pas battu pour que ce pays soit harcelé par des costumes ou des formalités administratives. Je me suis battu pour la vérité. Et aujourd'hui, je me bats pour mon fils. Le juge tressaillit légèrement, s'éclaircissant la gorge, tandis que des murmures menaçaient de s'élever. Il appela à l'ordre, la voix plus sèche que d'habitude, mais même lui ne parvenait pas à dissimuler le tremblement de sa voix. Ce qui avait commencé comme une lente marche à travers le chagrin et la bureaucratie s'était soudain enflammé. La salle d'audience, autrefois indifférente, vibrait désormais de malaise. Il ne s'agissait plus seulement du procès d'un homme. Il s'agissait d'une vérité qui se frayait un chemin vers la lumière contre toutes les barrières censées la maintenir enfouie. Et Tom Braddock, autrefois sous-estimé, se tenait désormais au centre d'une tempête qu'il ne pouvait plus contenir. Tom commença la journée en soumettant la clé USB de Reyes comme preuve. Bien que le tribunal ait tenté de l'empêcher en vertu des procédures de confidentialité, Tom les avait déjà contournées. La veille au soir, il avait divulgué la vidéo sur une plateforme en ligne malveillante hébergée à l'étranger. Elle était déjà devenue virale. À l'intérieur de la clé se trouvaient 2 vidéos clés. La première était la confession finale de Jacob, enregistrée seulement 48 heures avant sa mort. Il y expliquait comment il avait découvert que Draxon Systems avait acheminé des armes expérimentales à une milice non autorisée en Europe de l'Est, sous la supervision du général Prescott et du sénateur Lawrence Baines, un homme politique de carrière bénéficiant de contrats importants dans le domaine de la défense. La seconde vidéo était l'enregistrement secret d'une réunion entre le sénateur Baines et le procureur, quelques semaines avant même le procès. Baines fut surpris en train de dire « Retardez les choses, discréditez le vétéran, faites-le passer pour un fou, si ça se sait, c'est fini. » Le juge, visiblement pâle, suspendit l'audience pour délibération. Mais la marée était basse. Des manifestants s'étaient rassemblés à l'extérieur. Les principaux réseaux d'information ont levé les embargos. Des lanceurs d'alerte anonymes ont commencé à s'exprimer. Des officiers supérieurs, comme le général Prescott, ont tenté de prétendre que les images étaient truquées. Le sénateur Baines a publié un communiqué de presse hâtif niant toute implication. Mais il était trop tard. Une deuxième fuite, cette fois concernant des transactions financières signées, a prouvé que Baines avait reçu plus de 4,7 millions de dollars de Draxon Systems sur des comptes offshore. Malgré les preuves accablantes, Tom a vite compris que la salle d'audience était étranglée de l'intérieur. Les jurés ont été révoqués. Le sténographe judiciaire a été remplacé en cours de séance. Le ministère de la Justice a déposé une requête d'urgence pour supprimer des preuves au nom de la sécurité nationale. Tom a regardé fixement le nouveau procureur, un jeune homme au visage sévère nommé Leo Garvey, qui avait été nommé procureur du jour au lendemain. « On ne peut pas empêcher la vérité, » a dit Tom doucement. Garvey s'est penché. « Non, mais on peut la retarder de plusieurs années. Et d'ici là, qui s'en souciera ?» À la fin de la 3e semaine, le procès s'était effondré sous le poids de forces invisibles qui s'exerçaient de toutes parts. Ce qui avait commencé comme une quête de vérité était devenu un champ de bataille semé d'embûches juridiques, de menaces politiques et d'erreurs de procédures soudaines, inexplicables, et que tout le monde feignait de ne pas voir. Le juge Halloran, qui semblait autrefois résolu, s'est retiré sans prévenir. Son marteau a frappé le tribunal avec une fin sourde et définitive, déclarant l'annulation du procès, la voix neutre, évoquant des violations de procédure dans un jargon juridique vague qui n'apportait aucune clarté et encore moins de justice. Tom Braddock se tenait immobile dans la salle d'audience, silhouette de granit au milieu des ombres vacillantes de ce qui aurait dû être une responsabilité. Ses poings se serraient et se desserraient le long de son corps, non pas de rage, mais d'une incrédulité contenue.
la trahison étant si vive qu'elle semblait presque chirurgicale. Autour de lui, des murmures emplissirent la salle, certains compatissants, d'autres suffisants, quelques-uns craintifs. Pas de verdict, pas de justice. Juste un silence enveloppé de faux semblants de droit. Devant le palais de justice, le monde présentait un tableau différent. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées, leurs chants perçant l'air vicié comme un cri de guerre. Des vétérans en uniforme se tenaient côte à côte avec des civils, des journalistes, des étudiants, des mères serrant contre elles les photos de leurs fils tombés au combat. Leurs pancartes n'étaient pas seulement une protestation, c'étaient des témoignages. L'honneur plutôt que la corruption. La vérité a un nom, Braddock. Une justice différée vaut toujours la peine d'être défendue. La foule n'était pas là pour pleurer une perte. Elle était là pour témoigner. Tom s'est mêlé à eux, son regard scrutant la marée de visages, chacun reflétant la tempête qu'il avait contribué à déclencher. Il ne soutenait plus seulement un père en deuil. Il se ralliait à un homme qui avait levé le masque de la respectabilité et montré la pourriture qui se cachait en dessous. Et ce faisant, Tom était devenu quelque chose. Puis vinrent les retombées. 3 sénateurs, autrefois fiers défenseurs de la sécurité nationale, démissionnèrent à quelques jours d'intervalle, sans explication, sans excuse. Juste des conférences de presse abruptes et des escapades hâtives vers des lieux tenus secrets. Le général Prescott, figure stoïque qui avait nié toute information sous serment, fut placé sous enquête militaire. Son nom fut rayé des annonces de recrutement et ses apparitions publiques suspendues indéfiniment. Draxon Systems, l'entreprise de défense au cœur de la tempête, assista impuissante à la chute de son action du jour au lendemain. Les investisseurs s'enfuirent. Les contrats furent gelés. Et pourtant, les fuites continuèrent. Les autorités internationales s'en aperçurent. La Haye, souvent lente à agir, lança une enquête préliminaire dont la portée s'élargissait à chaque nouvelle révélation. Soudain, le scandale ne fut plus seulement une honte américaine, mais une tâche mondiale. Ce que Tom avait déclenché par une simple question « Pourquoi mon fils est-il mort ?» était devenu une avalanche que personne ne pouvait arrêter. Pourtant, aux yeux de la loi, Tom Braddock n'avait aucune victoire, aucune condamnation, aucune reconnaissance officielle de ses torts. Le système lui avait fermé ses portes, s'était enlisé dans la bureaucratie et était passé à autre chose. Mais devant l'opinion publique, il avait déjà gagné. Le peuple avait vu ce que le tribunal tentait de cacher. Il avait vu un père se dresser contre une machine conçue pour l'écraser. Et il l'avait cru. Des mois plus tard, Tom se tenait silencieusement au bord d'un cimetière balayé par le vent, le froid du début de l'hiver perçant son fin blazer. Des rangées de pierres tombales blanches s'étendaient autour de lui comme les rangs ininterrompus d'une armée silencieuse. La tombe de son fils était modeste, mais l'étoile argentée accrochée à la poitrine de Tom brillait dans la douce lumière, attirant le regard des passants qui savaient ou qui faisaient semblant de l'ignorer. Il ne parlait pas. Inutile. Le vent faisait bruisser les arbres, et dans ce bruit résonnaient les échos de 1000 nuits blanches, de 1000 questions sans réponse, et d'une vérité indéniable, il n'était pas parti. Une voix s'éleva derrière lui, hésitante mais claire. Un jeune journaliste s'approcha, un visage familier du tribunal, l'un des rares à avoir refusé de détourner le regard quand les autres l'avaient fait. Il avança prudemment, carnet à la main, incertain de la nécessité d'interrompre ce moment. Mais il demanda quand même, sa voix perçant doucement le froid, se demandant si Tom regrettait d'avoir fait cavalier seul. Tom ne répondit pas immédiatement. Il baissa les yeux vers la pierre, ses doigts effleurant le nom gravé, comme pour s'ancrer au garçon par qui tout avait commencé. Puis, après un long moment, il sourit faiblement, non pas de triomphe, mais avec la conviction tranquille de quelqu'un qui avait scruté l'abîme et en était sorti. Parfois, pensa-t-il, le système ne vous protège pas. Parfois, c'est précisément ce qu'il faut combattre. Mais quand cela arrive, on ne recule pas. On tient bon. On tient bon,
même si on est le dernier survivant. Alors il se retourna et s'éloigna, chaque pas assuré, déterminé. Son blazer était usé, son cœur portait encore ses cicatrices, mais son âme restait invaincue. Derrière lui, le vent soufflait à travers les tombes, et le monde continuait de tourner, changé à jamais par un père qui refusait de se taire.